La situation du peuple Wè, analyse et perspective. C'est la thématique qui a réuni les Wè de la diaspora ce samedi 25 août 2012 au 19 rue Girard à Montreuil, près de Paris. Apollos Dante, l'initiateur du projet, situe ici le contexte. Aose diabou, aose odiabou, aose globou, aose nabou. Mojo oguaka manime Dante Apollos. Ewe yo agloblu menide banglobedi. Ouais ni Londres. Mais ena wewa réunion de ye webuko. Webuno aweopo. Mais na de nitmuka abe agide no anwo gweru kajonka ke gweru muke de vouloir tailler we moi ni ensemia nya accent die donc bangulao kwilulo o moi epoka wa e bagulu kajonka mais esime a no agweru minimiser ne. Alors donc je disais pour ceux qui n'ont pas compris ce dont je viens de parler, je me suis présenté, moi c'est Apollos Dante, je suis de Bangolo, plus précisément du village de Globus Biao, de père et de mère du même village. Et c'est ma grand-mère qui vient de Fakobus. Et je vis donc à Londres. Alors, aujourd'hui, nous nous rencontrons en tant que Wè. C'est vrai que on pourrait dire que j'en suis l'initiateur, mais ce n'est pas vraiment ça l'important. Pour moi, ce qui est plus important, c'est de voir aujourd'hui dans cette salle les fils et les filles Wè venus de toute l'Europe se réunir et parler de la situation du peuple Wè. Donc il n'y a pas un seul initiateur, c'est nous tous qui sommes les initiateurs de cette rencontre. Parce que tout le monde pense la même chose. Je suis convaincu que chacun dans son coin dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on se retrouve. Il faut toujours commencer quelque part. Sinon, aujourd'hui, voir autant de fils et de filles Wè se réunir dans cette salle est déjà une grande satisfaction. Et le plus important, c'est de discuter des thèmes qui vous sont présentés. Cette rencontre, appelée Convention des Wè de la diaspora, avait pour sujet à débattre, entre autres, la faiblesse du pouvoir économique du peuple Wè, la question du foncier rural, la situation humanitaire, quelle justice pour les victimes du génocide Wè, et enfin, les perspectives à dégager. Pour en exposer, ils sont venus de toutes les contrées du monde, de la Suisse, de l'Allemagne, de l'Angleterre, de l'Italie, mais aussi de France. Aussi, cette rencontre, la première du genre pour ce qui concerne la diaspora Wè d'Europe, a été suivie de bout en bout via les moyens de communication modernes par millions de personnes à travers le monde, à l'instar du ministre de l'Intérieur, Émile Guerreiro, un fils du pays Wè.
voudrais vraiment vous saluer l'initiative que vous avez prise de vous retrouver ce samedi 27 août pour vous retrouver autour des problèmes de notre région. Et je voulais vraiment me féliciter de cela et vous dire que je suis avec vous, je soutiens cette initiative et je reste attentif à toutes les résolutions qui vont en sortir. Je ne vous ferai pas l'insulte de vous dire les problèmes que vit aujourd'hui le peuple ouest. Et c'est parce que vous en avez conscience que vous avez décidé de tenir cette convention. Tout ce que je peux vous demander, c'est d'avancer. D'avancer sans tenir compte de ceux qui, pour leurs intérêts, pour les intérêts que ceux savent, ne veulent pas que nous avancions. Notre peuple a trop souffert des divisions. Notre peuple a trop souffert des inconscients qui sont tapis parmi nous. Vous qui avez compris cela, vous avez mon soutien. J'aurais bien aimé être avec vous. Mais la situation que nous avons ici ne me permet pas d'être avec vous. Mais je suis à l'écoute et j'attends les résolutions. Je voudrais vraiment vous féliciter de cette initiative et vous encourager à aller jusqu'au bout des réflexions. Les thèmes que vous avez choisis répondent parfaitement aux problèmes qui sont les nôtres aujourd'hui. Qu'il s'agisse des problèmes de foncier, qu'il s'agisse du pouvoir économique que nous n'avons pas, qu'il s'agisse de la question du génocide dont nous sommes victimes, qu'il s'agisse de comment faire pour soulager un peu la souffrance des parents actuellement, sont tous des thèmes qui répondent parfaitement à la problématique à laquelle nous sommes confrontés. Je voudrais saluer cette pertinence des histoires et vous dire une fois de plus que je suis à 100% avec vous, que je suis disponible pour apporter ma contribution à la réalisation des résolutions que vous aurez arrêtées. En tout cas, je vous félicite. Il est aboudé, il est aboudé, on applaudit le ministre Lamine Kilierou. Oui, hier, on dit mon dernier maître. Oui, hier, on y a dit, on parle du coup, on y a dit, mais, notre ami a dit, à des tout, on y a montré, et vous savez, les gars, mais puis, on y a pour aller, on peut y gagner. Kayano, et you say, we only Abu Akika, Abu Akibu, on the other, our slow day, go the bar, and together, I'll do it. But it was fair, it was full of fair, it was a power clear, how we go on, I did all the tree of power, again, I'll say. Merci monsieur le ministre, merci monsieur le ministre. Merci beaucoup pour cette contribution depuis votre endroit d'exil. En tout cas, le peuple de Côte d'Ivoire, le peuple ouest est avec vous et nous sommes avec vous également. Il nous donne beaucoup d'informations sur donc, le peuple ouest. Il a été ministre de l'Intérieur, donc il nous a donné beaucoup de statistiques. Qu'on devait présenter dans le premier point qui est état des lieux du peuple ouest. Mais compte tenu du temps, peut-être qu'on va le faire brièvement, mais c'est un document très important. Et soit dit en passant, tous les documents relatifs donc à cette convention-là seront compilés après dans un livret. Revenant au thème du jour, c'est encore Apollos Dante qui présentera brièvement le premier sujet. Combien sont-ils, les ouest? Et que pèsent-ils réellement? Selon les estimations, les ouest sont environ légèrement moins d'1 million d'habitants. Donc, représentent à peu près 5% de la population nationale de la Côte d'Ivoire. Et il y a des ouest aussi au Libéria, comme je l'ai dit tantôt, qui sont dans le comté du Grand Djedé.
Et là-bas, il représente, c'est le deuxième plus grand comté du Libéria. Et il représente aussi à peu près 5% aussi de la population libérienne. Donc voici essentiellement leur région là-bas, il y a le Tchè, etc. Zouédrou, voilà, c'est la capitale justement du comté du Grand Djedé. Alors les Wè, c'est un peuple, ils sont très accueillants et on a quelques statistiques des populations étrangères dans les différents départements Wè que j'ai cités tout à l'heure. À Guiglo par exemple, ça c'est le recensement de 98, donc comprenez que les chiffres que je vais donner sont en réalité beaucoup plus élevés que ça en termes de population étrangère. Il y a 45,5%, il y avait 45,5% d'étrangers à Guiglo, dans le département de Guiglo, en 98. À Blolequin, il y en avait 55% d'étrangers. À Toulepleu, il y en avait 9%. À Djokwe, il y en avait 49%. À Bangolo, il y en avait 29%. Et à Kwibli, il y en avait 10%. Alors, ça c'était déjà en 98. Donc, avec le flux qu'il y a eu présentement, vous comprenez que nous sommes devenus minoritaires sur nos propres terres. Alors, l'enjeu est de taille. Les Wè ont contribué beaucoup au développement de ce pays. Que ce soit sur le plan intellectuel, il y a des Wè de renommée. On ne peut pas les citer tous. Les Angèle Nyonsoa, ainsi de suite. Il y a beaucoup. Les Wè ont contribué à l'essor de ce pays sur le plan sportif. Quand on prend la boxe par exemple, moi j'étais encore tout petit quand je me rappelais de Sia Robinson. Il était le meilleur boxeur de la Côte d'Ivoire. Et je pense que pour le moment, il est encore le plus titré ivoirien boxeur. Quand on a applaudit cela, mesdames et messieurs, on c'est content. Si on ne prend pas en compte Marie Konaté, qui évidemment est malien, tout le monde le sait. Et il y a Touan Jules aussi, qui était un grand boxeur encore. Ouais. Donc, sur ce plan-là déjà, il n'y avait que les Wè qui ont excellé au niveau de la boxe en Côte d'Ivoire. Que ce soit au niveau du football, il y a eu de grands joueurs Wè, je ne peux pas les citer tous. Monguei Guéhi, Thierry Joël, Fier Alphonse, il est dans la salle, mesdames et messieurs, Fier Alphonse. Voilà, Fier Alphonse. Batouré, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Que ce soit sur le plan culturel, alors là, les Wè excellent vraiment dans la culture et ce n'est pas fortuit. Parce que la culture Wè est de loin la culture la plus riche de la Côte d'Ivoire. C'est la culture la plus contributive dans le patrimoine national ivoirien. Tout à fait. Vous prenez, que ce soit la chanson, le théâtre ou toute autre expression culturelle, artistique, les Wè excellent. Dans la chanson, il y a bien sûr notre sœur Maïliba, il y a les Roseba, il y a les Adélise, Guéhi Jean, Guéhi Victor, etc. Janda, Guéhi Victor. Tout à fait. Voilà. Qui ont eu à imposer les rythmes Wè au plan national. Guéhi Victor, par exemple, avec son Lékiné, a conquis tout le pays. Que ce soit au niveau, donc, je dis, du théâtre, les Thérèse Daba, actuellement, je pense que les Wè sont les plus nombreux dans ce domaine. Parce qu'il y a les Jimmy Danger, Rosemary Guiro. Oui, Rosemary Guiro aussi, oui, bien sûr. Et Diallo Tipoy Vincent, et les Thérèse Bazé, tout cela, ce sont des Wè. Donc, c'est un peuple qui contribue beaucoup dans cette Côte d'Ivoire. Que ce soit aussi au niveau même des cadres, dans l'administration, ou bien même des zones d'affaires, il y a des Wè qui excellent. Les Bakou, les Valis-Merli sont des grands hommes d'affaires prospères Wè. Émile Kéibokina, Paul Kivibo, Émile Guillerou. Sur le plan donc, des cadres militaires que ce pays a, oui. Nous avons aussi des Wè qui ont occupé des hautes responsabilités. Nous avons
dans l'armée, la toute première armée de ce pays, Le général le colonel Moulaye a joué un rôle pivotal. Jusqu'à l'armée récente, le général Denis Bombay, le général Doué Mathias et beaucoup d'autres généraux qui sont des ouais et qui défendent hautement et qui portent hautement le flambeau ouais. Que ce soit sur le plan politique, là ils sont très nombreux. Nous avons des hommes politiques très valables dans quelques camps que ce soit. Alors c'est un peuple, comme je le disais, qui contribue beaucoup à la Côte d'Ivoire. Et nous ne comprenons pas qu'en retour, cette Côte d'Ivoire-là nous traite comme, je ne saurais le qualifier, je ne sais pas. Sommes-nous des citoyens de seconde zone dans ce pays? Je ne sais pas, je me pose la question, autant que vous certainement. Au point où le peuple ouais subit un génocide depuis au moins 2002 et apparemment cela n'émeut personne en Côte d'Ivoire, les autres continuent tranquillement leur vie. Alors, il nous appartient, nous, ouais, de nous poser cette question. Pourquoi cet état des choses? Et si nous comprenons pourquoi cela nous arrive et que les autres ne réagissent pas, ça va alors allumer à nous cette flamme de relever ce défi-là. Je crois qu'aujourd'hui, c'est le début de quelque chose de très grand. À sa suite, ce fut la jeune Vanessa Bah, juriste de formation, qui aura la lourde responsabilité d'instruire ses concitoyens sur l'épineuse question du foncier rural dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Donc, je m'appelle Vanessa Bah et mon père vient de Djokwe, parce que je connais bien mon histoire. Mon père vient de Djokwe et ma mère vient de Giglo. Ma mère vient du village de Péoué, dans la sous-préfecture de Loléquin, c'est ça. Et le père vient de Tchémesson. Alors, venez Vanessa, s'il vous plaît. Il s'appelle Bajan. Et j'étais toute petite quand il y a eu les premiers conflits entre Burkinabé et Oué à Béoué, justement, en 1996. Et ensuite, il y a eu les conflits entre Oué et Baoulé en 1997. Donc j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai vécu ça de près et avec le recul aujourd'hui, je pourrais vous en parler. Donc, la première chose que je voudrais vous dire, c'est que la question du foncier est une question centrale dans les problèmes que rencontre le peuple oué aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi en Côte d'Ivoire, la loi de 1998, qui a été votée sous le président Henri Konan Bédié. Et cette loi dit très clairement qu'en Côte d'Ivoire, il y a ce qu'on appelle le domaine foncier rural, c'est-à-dire l'ensemble des terres qui ne sont pas dans les villes. C'est-à-dire en dehors d'Abidjan, de Giglo, de Djokwe, il y a des terres, tout ce qui est forêt, tout ce qui est plantation, c'est ce qu'on appelle le domaine foncier rural. Donc c'est à différencier du domaine foncier, on va dire, urbain. Donc ce qu'il y a dans les villes est différent de ce qui est dans les villages et à l'intérieur du pays, comme on appelle ça. Et donc c'est de ce domaine foncier rural-là qu'il est question, parce que c'est là que se font les cultures, c'est là qu'on rencontre les plantations. Et donc la loi de 98 dit clairement que il n'y a que les personnes de nationalité ivoirienne qui peuvent être propriétaires des terres du domaine foncier rural. À l'échelle du peuple oué, donc les régions du Cavali et du Guémon, il n'y a que les personnes qui sont ressortissantes ivoiriennes ou alors ressortissantes de ces deux régions-là qui peuvent posséder les terres. Or, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a des Burkinabés qui sont installés majoritairement, mais il y a aussi d'autres personnes, des Malinqués de Côte d'Ivoire qui sont installés dans notre région et qui cultivent des terres. Bon, la plupart du temps on dit les Mossi, j'entends souvent mes parents dire ça, oui, Mossia, mais il n'y a pas que il y a aussi les Malinqués de Côte d'Ivoire. Donc effectivement, au jour d'aujourd'hui, nous sommes minoritaires sur nos terres et la plupart du temps dans les forêts, dans les plantations, il y a des personnes qui sont allogènes, c'est-à-dire des personnes soit étrangères hors Côte d'Ivoire, soit étrangères à la région
à notre région. Donc, la loi dit que seuls les Ivoiriens peuvent être propriétaires des terres. Mais aujourd'hui, donc ces étrangers-là revendiquent les terres du domaine foncier rural, ouais. Mais la loi dit que seuls les Ivoiriens peuvent être propriétaires. Donc, si on pousse le raisonnement un peu, les personnes non ivoiriennes qui sont aujourd'hui dans les forêts, dans les plantations, des ouais qui occupent les villages, ne sont pas véritablement propriétaires. En tout cas, tant que cette loi-là est en vigueur en Côte d'Ivoire, seuls les ouais, les communautés villageoises, sont les véritables propriétaires des forêts qui entourent nos villages et qui sont dans nos régions, dans notre région. Mais le problème, c'est que la loi de 98 prévoyait que seuls les Ivoiriens pouvaient être propriétaires des terres du foncier rural. Mais il fallait établir les certificats fonciers. C'est là que les conflits ont commencé. Parce que les Burkinabés ont commencé à dire non, mais nous aussi, ça fait des années qu'on cultive les terres, et puis moi je suis dans la forêt ici depuis 50 ans, mon père est venu du Burkina, du Mali, il s'est installé, on lui a donné la forêt, etc. Donc personne n'a de titre foncier. Et en fait, la loi les autorités étaient en train de mettre en place la délivrance des certificats fonciers quand la guerre de 2002 a éclaté. Malheureusement, cette loi de 1998 sur le foncier rural, bien que connue par les nouvelles autorités d'Abidjan, n'est toujours pas appliquée. En voici quelques explications. Donc, il y a des grandes sociétés internationales, les multinationales, qui s'intéressent au territoire à double titre, pour le sol et pour le sous-sol. Les sociétés qui s'intéressent au sol veulent faire de la riziculture à grande échelle, c'est-à-dire faire de très grandes plantations de riz. Ce sont des sociétés, par exemple, comme le groupe français Mimran, qui est propriétaire des grands moulins d'Abidjan, qui projette de faire du riz à grande échelle en Côte d'Ivoire. Mais il ne faut pas qu'on se trompe. On est venu ici pour se dire la vérité, donc on va se dire la vérité. Il ne faut pas qu'on se trompe. Le riz qui va être cultivé, tel que c'est présenté par les gouvernants actuels, on nous dit oui, ça va profiter au Ouai, ça va profiter à la Côte d'Ivoire, on sera autosuffisant alimentairement. C'est faux. La réalité, c'est que ces grands groupes, ce sont des groupes français, des groupes originaires de Singapour, des groupes américains, des groupes indiens, des groupes chinois qui s'intéressent au sol fertile ivoirien et en particulier de l'Ouest pour faire de la culture à grande échelle, pour amener ce qu'ils auront cultivé chez eux. Ce n'est pas destiné aux Ivoiriens. À plus forte raison, au Ouai. Ça, c'est une première chose. Donc, on s'intéresse au sol de notre région pour ça. On s'intéresse aussi au sous-sol pour ce que je vous ai dit tout à l'heure et qui a déclenché les passions. Parce que le sous-sol est extrêmement riche de métaux précieux et de métaux indispensables à l'industrie d'aujourd'hui. L'industrie aérospatiale, l'industrie, la sidérurgie, la construction, l'électronique, l'ingénierie, tout ce qui est les composants des portables et tout ça, ça se trouve dans le sous-sol de Béoué. Donc, Béoué, dans l'entendement, à mon sens, des dirigeants actuels de la Côte d'Ivoire, peut ne plus exister du moment qu'on s'accapare les terres de Béoué si on peut trouver des minerais intéressants qui peuvent rapporter de l'argent. Donc il y a la richesse du sous-sol qui est en même temps un bonheur et un grand malheur pour notre région. Quant à Maître Setzé, avocat au barreau de Paris et fils Ouai, lui s'est appesanti sur l'aspect juridique du génocide Ouai, dans un style qui lui est particulier. Le peuple Ouai, dans toute sa ouattitude, est un peuple de résistants. Parce que le nier serait nier l'évidence. Le nier serait nier l'évidence. Et l'approche, il y a deux approches pour lutter contre le génocide. Au plan judiciaire, parce que nous autres, nous n'avons pas le calage. Nous n'avons que le droit, nous n'avons que le verbe, nous n'avons que les négociations. Alors, il y a une approche domestique et une approche internationale. Au plan international, vous savez que depuis la Seconde Guerre mondiale, les vainqueurs, les Alliés ont créé le tribunal de Nuremberg, qui a jugé les criminels de guerre, les criminels
contre l'humanité, ceux qui ont commis les crimes de la Shoah, du génocide juif, etc. Et depuis, donc, il y a eu des tribunaux internationaux se sont saisis d'une jurisprudence pondue par Nuremberg, qui est l'imprescriptibilité des crimes de génocide et des crimes contre l'humanité. Ces crimes sont imprescriptibles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de délai. En droit, il y a la prescription en matière contraventionnelle, 1 an, délit 3 ans, il y a la prescription trentenaire ou décennale, ça dépend. Mais les crimes de ce type sont imprescriptibles. On peut les poursuivre à tout moment, quelle que soit la longueur du temps. Et cette approche internationale est bien exploitée par les Juifs qui, avec leurs alliés qu'ils appellent les justes, dénoncent nommément ceux qui ont collaboré pendant la Shoah, qui ont donné les Juifs. Et c'est pour cela qu'en France, vous avez eu le procès de Klaus Barbie à Lyon, dans les années 90, défendu par mon confrère Vergès. Bon, c'est son droit. Moi, j'aurais mis en avant ma clause de conscience. Et j'aurais pas défendu un salaud. Après, donc, après Lyon, il y a eu d'autres jurisprudences. Il y a eu le procès Touvier. Vous vous en souvenez sans doute. Et il y a eu également, tout récemment, dans l'histoire de l'humanité, un nonagénaire qui a été interpellé en Hongrie. En Hongrie, c'était au mois de juillet 2012. C'est dire, mes parents, ne vous pressez pas. Eux, ils ont la montre. Mais nous avons le temps. Nous les poursuivrons jusqu'au dernier rat. Jusqu'au dernier rat, on les poursuivra. Jusqu'au dernier tueur, on les poursuivra. On va se donner les moyens. Et même au plan interne, que j'appelle l'approche domestique, la loi ivoirienne prévoit le crime de génocide. Vous savez l'article 137 du code pénal ivoirien que je vais vous livrer. Et je terminerai par là et je conclurai. L'article 137 du code pénal de Côte d'Ivoire dit « est puni de peine de mort quiconque, dans le dessein de détruire totalement tout partiellement un groupe national, ethnique, confessionnel ou politique, organise ou pratique en temps de guerre ou en temps de paix, 1. Des homicides, des lésions corporelles ou des atteintes graves dans la santé physique ou mentale des membres du groupe, sous quelque forme que ce soit. 2. Des mesures en vue d'empêcher la procréation ou la survie de la descendance de ses membres. En 3. Le déplacement ou la dispersion forcée de populations ou d'enfants ou leur placement dans des conditions de vie telles qu'elles doivent aboutir à leur mort ou à leur disparition. Fin de citation de l'article 137 du code pénal ivoirien. Vous pouvez le vérifier. Nous avons donc l'arsenal juridique nécessaire pour poursuivre les criminels, les génocidaires. Oui, ma jeune consoeur, tout à l'heure, a commencé son propos, et dès qu'elle a commencé, il y a eu quelques grabuges dans la salle. C'est vrai, oui, ça chauffe le cœur, mais patientez. Soyez déterminés, mais patientez. Et donc, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, nous pouvons poursuivre les criminels de guerre, de génocide en Côte d'Ivoire? Ce serait un leurre, ce serait illusoire, ce serait superfétatoire, comme nous disons en droit. Parce que c'est ceux-là même qui ont organisé, planifié, financé le génocide qui sont au pouvoir. Et je le dis en regardant droit dans les yeux de quiconque ose me dire le contraire. Ceux-là même qui ont organisé, planifié, financé le génocide sont au pouvoir. Et donc, on ne peut pas, au jour d'aujourd'hui, devant les tribunaux nationaux, domestiques, les génocidaires dans notre pays. Que nous reste-t-il? Vous n'allez pas nous dire, bon, il n'y a rien à faire. Si, il y a toujours quelque chose à faire. Eh bien, nous devons militer au retour de l'état de droit en Côte d'Ivoire. Nous devons militer pour le retour de la démocratie en Côte d'Ivoire. La démocratie pour laquelle Laurent Gbagbo s'est battu pendant 30 ans. La démocratie à cause de laquelle il se trouve aujourd'hui à la haie. Qu'on ne vienne pas me dire qu'il n'y a pas eu de génocide,
il y a un génocide, ouais. Nous devons le condamner, nous devons nous organiser, nous devons nous battre jusqu'à ce que, un jour, le dernier génocidaire se retrouve en prison. Oh, yes. Alors, je voudrais, pour ne pas être trop longuet, finir par un conte ouais. Zaha et Blekey. Vous savez, c'est l'histoire qu'a récupéré Jean de La Fontaine, le lièvre et la tortue. Mais quand j'étais petit, je me rappelle de ce conte. Zao, boplé, boplé, plané, nyame, 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 Zao, boplé, boplé, plané, nyame. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. On se lève, on fait un stand d'innovation à votre scène. Oui, maître, vos larmes sont l'expression d'un peuple meurtri, martyrisé et victime de ses richesses. Un peuple dont le seul crime a été de naître dans le grenier de l'économie d'un pays, l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ce qui s'y passe est bel et bien un génocide. Pourrait-on le dire autrement? Le dénoncer sera-t-il pris aussi comme un autre crime? Ou bien, et c'est la contribution de Mme Martine Keïvao, sera-t-il considéré comme une interpellation des nouvelles autorités ivoiriennes et de la communauté internationale au nom du droit à la vie et de la justice tout court? Ce mot qui, pour la plupart d'entre nous, était autrefois virtuel parce que non palpable. D'autres en ont entendu parler parce qu'il s'agissait du Rwanda, de l'Arménie, et que sais-je encore de la Bosnie. Aujourd'hui, nous sommes dans le vif du sujet. Nous sommes victimes. Nous faisons depuis 10 ans l'objet d'une épuration ethnique. Pour la plupart d'entre nous, même des ouais, d'autres disent oui, c'est notre faute. Parce qu'il fallait pas céder nos terres. Certains disent oui, ils sont trop gentils. Et souvent, je me pose la question suivante. Avec tout ce qui nous touche aujourd'hui, quand on parle du drame ouais, les tenants du pouvoir nous disent que oui, c'est de la xénophobie. Même en Europe, on dit que les Ivoiriens sont xénophobes. Alors si les Ivoiriens sont xénophobes, pourquoi le peuple ouais est-il victime? Puisqu'on a accueilli des frères solennellement, fraternellement, à qui on a tout donné. Mais cela n'a pas suffi. D'autres même se sont mariés. Ils ont des enfants. Malgré cela, on nous tue. Et derrière cela, il faut se poser la question. Voir déjà comment on nous tue et pourquoi. Sommes-nous tous des victimes expiatoires? Je n'en sais rien. Alors je me dis, on dit que l'Ouest ivoirien est le grenier de la Côte d'Ivoire parce que le café et cacao qui y sont cultivés sont des mamelles de l'économie ivoirienne. Est-ce en cela que le sang ouais doit-il arroser les plants de café et cacao? Je l'ignore. La dernière fois quand Soro Guillaume est arrivé ici en France, il a écrit en disant: les gens du Nord ont pris les armes parce que victimes de l'ivoirité. Ils avaient une crise identitaire. Alors en cela, j'avais répondu pour dire en disant: et s'il était ouais, que dirait-il? Nous sommes victimes
victimes de violences d'une extrême, je ne sais pas, incalculable, pour aller jusqu'à éventrer une femme enceinte. À prendre un bébé en train de téter devant sa mère, le découper. Dire à un homme de coucher avec sa mère, de mettre sa maman nue, celle-là même pour qui sa nudité est très sacrée. Que veulent-ils finalement? Si l'État ne surveille pas les gens, si l'État ne se préoccupe pas du bien-être des gens, il y a aussi ce que les populations peuvent faire. Et en cela, il faut des démarches, il faut prendre des initiatives. Et cette initiative, en quoi elle a consisté? D'abord, au départ, l'idée germait, mais je me suis dit, si je la disais à tout le monde, peut-être que j'aurais des obstacles. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Depuis 2003, comme j'avais un site de tous les événements qui se sont déroulés en Afrique, notamment chez nous, j'ai constitué un dossier de 200 pages que j'ai déposé à la CPI. Donc, ils ont pris le dossier. À l'heure où je vous parle, dossier syrien, libyen, Côte d'Ivoire, en l'occurrence l'Ouest, sont sur le bureau. Et ça autant d'actions qui porteront certainement fruit si et seulement si le peuple ouest se réconcilie d'abord avec lui-même. M. Théodile Turcoy, venu de Londres, pointe ici du doigt sur ce qui a lieu d'appeler le désordre et autres questions de leadership, une autre source du malheur du peuple ouest. Mais je vais essayer de m'attarder sur un fait. C'est avec beaucoup de tristesse hier que j'ai lu qu'une certaine association ici à Paris se désolidarise de cette convention. J'étais vraiment triste parce que ces gens-là voulaient faire foirer ce que nous faisons aujourd'hui. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Il faut qu'on arrête ça. Parce que c'est la première fois que j'entends parler de cette association. Depuis qu'on massacre le peuple ouest. Ça fait depuis 2002. Et nous sommes dedans. En 2010, 2011, on nous tue. Il y a une Naïbli. On n'a pas eu de déclaration de cette association. Subitement, on ne sait pas d'où les gens sortent hier. Ils produisent pour créer la zizanie dans l'esprit de nos frères et sœurs qui sont nombreux ici aujourd'hui, que je salue. Ce que je voulais dire, c'est que il faut qu'on réexplique à nos frères et sœurs qui ne sont pas encore conscients du drame que nous vivons, du drame que nos parents vivent, parce que nous sommes loin ici, on ne voit pas, on pense que c'est faux. C'est la réalité, c'est pas de la fiction. C'est pas de la fiction. Les gens nous massacrent. Les gens veulent qu'on quitte nos terres. Les gens veulent nous chasser de nos villages. Et quand on le dénonce, il y a des gens qui sont là pour nous traiter de pro ceci, pro cela. Moi, Théodule Turcoy, président de la Voix des Ouè du Royaume-Uni, je ne suis pro personne, je suis pro Ouè. Parce que quand on nous tuait et quand on nous tue, on ne tue pas le militant du FPI, on ne tue pas le militant du RDR. Quand les gens sont rentrés à Diokoué, chez nous, nous avons vu la pile de cartes d'identité de Ouè qui étaient là, qu'on a massacré. Celui qui ne comprend pas cela, il ne sait pas quand il comprendra. Faites votre politique ailleurs. Ici, nous parlons de Ouè parce qu'on nous massacre. Ce qui est dit, comme dirait l'autre. Enfin, que devons-nous retenir de cette rencontre historique? Mademoiselle Lydie Bagné, venue de la Belgique, nous donne ici une ébauche des perspectives. Et donc c'est pour ça qu'il est très important, à mon avis, qu'on fédère tous nos efforts, que ce qu'on fasse aujourd'hui aboutisse à une fédération ouais. Et parce que c'est l'union qui fait la force. Si aujourd'hui, comme l'a dit notre camarade Dante, nous vivons ce que nous vivons, c'est parce que nous ne sommes pas forts. Nous ne sommes pas forts économiquement, mais nous ne sommes pas forts politiquement, et donc on n'entend pas notre voix.
Et donc, pour moi, il faut vraiment qu'on se fédère et qu'on, quelle que soit notre idéologie, quel que soit ce que nous pensons politiquement, qu'on ait une fédération qui va pouvoir exprimer et pouvoir parler au niveau international sur le peuple Wè, sur ce que vit le Wè et sur le génocide qui est en cours, comme l'a expliqué les différents intervenants. Et pour moi, il faut que ce soit une fédération à but non lucratif, non politique, qui ait des projets sociaux, culturels, commerciaux, qui interviennent dans la zone géographique du peuple Wè et qui est pour cible le peuple Wè. C'est-à-dire que même si les Wè ne se trouvent pas dans la zone géographique Wè, qu'ils les aident. C'est pour ça que pour moi, si vous regardez en fait la présentation, vous voyez bien que j'ai mis des associations qui ont profit association, c'est-à-dire des associations qui vont peut-être vouloir faire des profits, des associations qui ne vont pas vouloir faire de profits, des associations qui vont vouloir juste aider le peuple dans la zone géographique ou non en dehors, ou qui vont avoir des actions sociales, culturelles, commerciales et de communication, parce qu'il faut qu'on communique aussi beaucoup pour qu'on nous entende. Voilà. Les Wè de la diaspora se sont parlés et ont décidé de se faire entendre désormais, tant en Côte d'Ivoire qu'à l'international. En outre, si le génocide Wè est bel et bien une réalité en Côte d'Ivoire, cela devrait rapidement prendre fin, au risque de mettre à mal la cohésion sociale, et ce ne sont pas les programmes d'assistance post-conflit, PAPC, à l'instar de la construction de logements et financés par la Banque mondiale à Diokoué, qui pourront faire oublier ces millions de Wè tués, violés, brûlés vifs ou humiliés, mais alors gratuitement. Les Wè de la diaspora ont décidé de prendre le destin de leur peuple en main. C'est tout le sens de cette convention dont les conclusions seront publiées très prochainement, en attendant une deuxième session et aussi un dernier défi à relever. L'union sacrée de toutes les filles et fils Wè, avec pour seul parti politique ou centre d'intérêt, le peuple Wè, le pays Wè, le patrimoine Wè. Moi, ce que j'ai retenu, aujourd'hui, j'ai eu l'impression qu'on s'est bien entendu et qu'il n'y a pas eu de division. Bon, on a essayé de nous mettre nos idées ensemble, essayer de voir la souffrance de nos parents et essayer de voir comment on peut faire pour les aider à reconstruire leur maison et leurs biens qu'ils ont perdus. Voilà. Bon, c'est une bonne idée. S'il peut continuer le fond, mais je crois que la conclusion n'a pas été active, mais pour nous vraiment intéressant. Parce que après normalement les intervenants, on devait faire une synthèse. Et sous cette synthèse, on devait faire des propositions. Et des propositions qui venaient de 8 départements. On choisissait les membres par département et on formait une fédération. Et cette fédération pouvait représenter la France et pouvait discuter avec les autres fédérations de Suisse, de Belgique, d'Italie. C'est pour ça que je suis venu. Parce que moi, la fédération marchera que par département et non par quelqu'un qui les convoque et les gens viennent parce qu'il y a des publics ou il y a des bureaux. À ce moment-là, il y aura tout le monde, mais d'un côté. Et c'est pas intéressant. Donc c'est une réflexion. C'est une réflexion. Voilà. Tu viens de prendre par la première convention, en tout cas des Wè de la diaspora. Qu'as-tu concrètement retenu de cette convention? Bon, je dirais d'abord, c'est une grande satisfaction pour moi, effectivement, de voir les frères Wè se réunir aujourd'hui après des dures années de souffrance. Donc l'important, c'est de se réunir. L'important aussi, c'est de voir et de concrétiser les actes à poser en faveur de nos populations meurtries par des décennies de guerre. Donc aujourd'hui, je suis satisfait et aussi au-delà de ça, je souhaiterais que ce soit continuel et qu'on ne s'arrête pas en si bon chemin où toute la population aujourd'hui a décidé de participer à cette convention. C'est la première en France et que ce soit encore ailleurs pour qu'on puisse effectivement détailler que veut le peuple Wè et pourquoi nous souffrons aujourd'hui. Donc l'important c'est de se retrouver régulièrement et d'élaborer des plans de travail en direction de nos populations. Parce qu'on a retenu, on va dire que tous les participants d'aujourd'hui étaient concernés par une même cause. On a compris que le trait d'union de nous tous, c'était finalement la solidarité face à ces victimisations incessantes
nous devons nous unir et puis augmenter nos forces et nos capacités d'analyse, surtout émotionnelles, dépasser les événements et puis essayer d'apporter une réponse adaptée. Parce qu'il ne s'agit pas de prendre la guerre des armes contre des armes. Nous avons des arguments juridiques à défendre, il faut les défendre d'abord, et puis on verra après si ce n'est pas possible. Mais l'aspect rebelle armé peut être envisagé, ce n'est pas un cas légitime, je ne l'évoque pas ici, mais je ne le présente pas non plus. En tout cas, je ne l'écarte pas non plus. Ça a été vraiment une bonne convention. Tout ce qui a été décidé, c'est vraiment, j'espère que ça sera concrétisé et qu'on attend les coups de fil des responsables pour nous appeler et pour qu'on fasse quelque chose de concret. Parce qu'on n'attend que ça. On a assez marché, on a assez couru dans les rues, on a été assez gazé. Maintenant, on a une chose sérieuse. Donc on attend. Et je suis très contente de cette soirée. Voilà, merci bien.